Hmm. Alors, Brakia, Oui, je suis là. professeur, Oui, voilà. Je pense que, oh là là, c'est vraiment. عندك vous des m'entendez? questions, مش عارفة لا تقدر تبوجي منها. Vous répondez à tout le monde, professeur, si vous pouvez, au lieu de répondre juste à la personne. Vous pouvez le faire par écrit. Alors, professeur Brakia, on Oui, peut vous commencer m'entendez? avec vous? Oui. Oui, 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 oui. Est-ce que Alors, vous, mon écran, oui, il est partagé? oui, il est partagé. Essayez de défiler. Voilà. Très bien, très Ah bien. bah, ah bah super. Ah bah, bonjour tout le monde. Merci au professeur Azouz pour sa brillante présentation et pour toutes les connaissances partagées. C'est vraiment magnifique et l'évolution, elle est spectaculaire. Donc, dans une poursuite logique, on va voir ensemble, on va défiler le plan d'un projet de recherche scientifique. J'ai essayé d'être très basique et très simpliste parce que je sais qu'il y a des médecins généralistes qui assistent à cette formation avec nous. Donc, bien sûr, je répondrai à toutes les questions, que ce soit par écrit ou oralement. Voilà, et je laisserai mes coordonnées si, s'il y a un désir de contact. On va parler de recherche clinique, de recherche médicale. Il faut savoir que la recherche reste le moteur de l'évolution médicale. Et l'objectif de cette thématique, c'est de comprendre comment construire un projet de recherche depuis l'idée élaborée jusqu'à la publication donc des résultats. Et à titre d'exemple, moi je suis professeur en oncologie médicale et si je parle d'oncologie médicale ou de cancérologie en général, c'est exactement la spécialité de la recherche. Ça évolue non-stop et on a beaucoup de médicaments qui sont élaborés en permanence et c'est basé justement sur cette recherche clinique. Si on revient quelques années en amont, il faut savoir qu'en matière de cancérologie, il n'y avait pratiquement pas de traitement pour les patients et la survie était vraiment limitée. Et puis, les choses ont évolué, donc logiquement, on proposait des soins de support et on comparait, par exemple, les patients à qui on proposait des soins de support versus les patients à qui on ne proposait rien du tout. Et on voyait qu'il y avait une amélioration de la survie. À partir de ce moment-là, il y a eu une réflexion logique. Donc, il y a des médicaments qui ont été élaborés au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça marche en oncologie. On compare toujours donc un traitement standard versus un traitement expérimental. Et on s'intéresse particulièrement à la survie, que ce soit à la survie sans progression ou bien à la survie globale et bien sûr au taux de réponse. Et en fonction des résultats, si on a des résultats positifs, et ben, à partir de ce moment-là, le traitement expérimental qui aura prouvé son efficacité, eh ben, il va rentrer dans les guidelines et dans les recommandations thérapeutiques. Donc, quelles sont les étapes d'un projet de recherche? D'abord, c'est l'observation. On va observer quelque chose, on va s'intéresser à quelque chose de bien précis et on va formuler notre question. Ensuite, on va faire notre revue de la littérature et ça a été très bien détaillé par professeur Azouz, mais moi j'en dirais quand même un petit mot. Après notre revue de la littérature, on va donc avancer vers la méthodologie et le plan de l'étude. Et à la fin, on va collecter et on va analyser nos données. Et la dernière étape, c'est vraiment l'interprétation et la publication des résultats. On va commencer par la formulation de la question qui repose sur la méthode de Pico. Et vous allez comprendre, c'est très facile. Donc là, j'ai mis un exemple justement pour que vous reteniez cette méthode. Là, j'ai donné cet exemple-là. Chez les patients atteints de cancer du sein, la chimiothérapie néoadjuvante améliore-t-elle la survie par rapport au traitement adjuvant? Donc, P, c'est pour population, I pour intervention, le C, c'est le comparateur, et
O, c'est les outcomes, donc c'est les résultats. Donc, vous l'avez bien compris, la population, donc, dans notre question, c'est les patients atteints de cancer du sang de cancer du sein, pardon. Et l'intervention, donc notre intervention, ça va être d'injecter de la chimiothérapie néoadjuvante chez ces patients pour pouvoir avoir ou bien évaluer des résultats. Donc, c'est la survie. Par rapport, le comparateur, c'est le traitement adjuvant. Donc, on a compris, le traitement standard, c'est un traitement adjuvant. On a choisi d'intervenir autrement et une petite parenthèse, le traitement adjuvant, c'est un traitement qui suit un acte chirurgical ou bien une radiothérapie. C'est quelque chose qui va suivre donc la chirurgie ou la radiothérapie. Par contre, néoadjuvant, c'est agir en avant. Donc, le standard en matière de cancérologie en général, c'est de rajouter justement ce traitement systémique qui est la chimiothérapie en adjuvant après la chirurgie pour pouvoir donc améliorer des résultats. Donc, si on donne une chimiothérapie adjuvante, donc le but, c'est de traiter les micrométastases, donc les quelques cellules cancéreuses qui auraient échappé dans la circulation sanguine. Et puis, on a changé de méthode. On s'est dit, pourquoi ne pas agir en amont? Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu qu'il y avait des patients qui répondaient justement à cette chimiothérapie. Il y avait des patients qui ne répondaient pas à cette chimiothérapie. Donc, l'idéal, c'était d'agir avant la chirurgie, donc de proposer une chimiothérapie en amont pour évaluer cette réponse histologique. Et comme ça, une fois que le patient est opéré, sur le compte-rendu ANAPAT, on va détecter donc les facteurs de réponse à la chimiothérapie et on va savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va maintenir cette chimiothérapie qui est déjà gagnante dès le départ ou on va proposer autre chose? Donc ça, c'était pour la formulation de la question. Moi, j'ai donné un exemple en matière d'oncologie médicale, mais ça peut être bien sûr autre chose. Passons maintenant à la recherche bibliographique. Donc, une fois que vous avez donc observé quelque chose et que vous avez décidé, enfin, vous avez posé votre question, donc là, vous allez faire votre recherche bibliographique pour voir déjà est-ce que ça a été fait ailleurs, est-ce qu'il y a eu outre-mer des publications dans ce sens, est-ce qu'il y a des expérimentations comme les vôtres pour pouvoir justement donc, comparer par la suite. Et les outils qu'on utilise généralement, c'est le PubMed, le Scopus, le Google Scholar et Cochrane Library. Nous, en tant qu'enseignants universitaires, on a justement accès donc à ces outils via une plateforme donc, qui est gérée par l'université, c'est la SNDL. Donc, il y a un abonnement annuel et à travers cette plateforme, justement, on a accès à tous les articles. Et puis, lorsqu'on fait cette recherche bibliographique sur, justement, en utilisant ces outils, PubMed ou Scopus ou autres, on va devoir utiliser des opérateurs booléens, qui veut dire qu'on va devoir utiliser donc des mots-clés en mettant le and, or ou bien not. Ça veut dire que dans votre recherche, vous allez devoir, par exemple, si je dis chimiothérapie et cancer du poumon, ou bien je vais mettre chimiothérapie ou bien radiothérapie. Ou bien je vais devoir utiliser le note, ça veut dire que ça va m'exclure ce que je ne veux pas qu'il figure dans ma recherche. Et puis bien sûr, il y a des filtres sur ces outils. On va utiliser donc l'année. Vous pouvez choisir les publications récentes, donc justement choisir votre année, le type de l'étude et puis votre population de l'étude. Donc, c'est des filtres qui sont intéressants pour simplifier justement votre recherche bibliographique. La gestion de références bibliographiques, il y a des logiciels qui sont intéressants. Là, j'ai pas détaillé, je vous présente juste ces logiciels et ces outils parce qu'il y a ma collègue professeur El Razali qui va justement vous détailler tout cela par la suite. Donc là, on me dit que l'écran n'est pas partagé. Madame Gougem. Madame Gougem?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. Oui, là, L'écran, est-ce qu'il est partagé? oui, il est J'ai même appelé Anna pour moi, il est partagé. d'accord parce que là, il y a des Il collègues y a qui... une personne, Oui, si c'est partagé, donc c'est la seule personne, mais ne s'est pas partagé. Là, on d'accord, continue. d'accord, Professeur ça va. Razali, je l'ai appelé pour ça, pour vérifier à son niveau. D'accord, d'accord. Merci. Donc, du coup, je disais que je n'allais pas justement m'attarder sur ces outils et sur ces logiciels. Moi, le but, c'est juste de vous les faire connaître et de les introduire. Donc, professeur El Razali, elle va vous expliquer le fonctionnement justement de ces logiciels. Donc, on a le Zotero, le Mendeley, l'EndNote et bien sûr, il y en a plein d'autres donc, qui permettent une organisation automatique des articles et une insertion automatique des citations dans le Word. Parce qu'avant, on le faisait d'une manière manuelle. Donc, on allait rechercher l'article, on allait choisir le paragraphe qui nous intéressait, mettre la référence. Maintenant, il y a des outils qui nous permettent de gagner du temps. Vous l'avez compris, la recherche, c'est très compliqué et ça prend du temps. Heureusement, donc là, on a un gain de temps qui est important justement grâce à ces outils et ces logiciels. Passons maintenant à la partie résumé et analyse de l'article. Donc, une fois que vous avez fait votre recherche bibliographique, il y a un ensemble d'articles auxquels vous vous intéressez pour enrichir justement votre bibliothèque. Et le but, ce n'est pas juste de lire beaucoup d'articles, mais c'est de savoir lire d'une manière très critique. Donc, on va évaluer la pertinence de l'article, on va s'intéresser à la méthodologie, aux biais et aux résultats. Et une fois que vous avez tous ces articles, essayez de résumer tous les points essentiels dans un tableau comparatif. Comme ça, la tâche, elle sera simplifiée et on peut bien sûr se faire aider par les outils comme ChatGPT ou Scholar AI pour faire justement une synthèse de tous ces articles. Donc, vous pouvez faire de la lecture en un temps record. Donc, on vous fait donc l'outil il travaille à votre place, il vous fait gagner du temps et donc il vous résume, il vous synthétise toute votre bibliothèque. Comme ça, vous pouvez justement garder ou bien éjecter l'article qui vous intéresse. La méthodologie du projet, donc d'abord on va commencer par le type de l'étude que vous allez réaliser, vous êtes censé réaliser. Est-ce que c'est une étude observationnelle? Donc, généralement, on va observer, par exemple, un traitement qui est donné. Il n'y a pas d'intervention. Au fait, l'intervention, les études interventionnelles sont différentes par rapport aux études observationnelles, comme vous l'avez compris. Donc, l'observation, c'est de vraiment regarder quelque chose et évaluer à la suite. Par contre, lorsqu'il y a une étude interventionnelle, on va intervenir, donc on va utiliser, par exemple, un nouveau médicament qu'on va devoir évaluer par rapport au traitement standard. Et donc, est-ce que c'est une étude qualitative? Il faudra définir la population cible, quels sont les patients, quel est votre échantillon d'études avec les critères d'inclusion et d'exclusion. Je citerai par exemple les critères d'inclusion, on va dire, ça sera des patients donc, dans l'âge est supérieur, donc c'est des adultes, l'âge supérieur ou égal à 18 ans. On va s'intéresser à des patients qui présentent, exemple, un cancer du poumon non à petites cellules, parce qu'il y a plusieurs types histologiques du cancer du poumon. On va dire, c'est des patients qui sont traités, par exemple, uniquement dans le service où vous travaillez, comme par exemple chez nous dans le CPMC, euh, qui sont traités justement par une certaine molécule. Et il y aura de l'autre côté, vous l'avez compris, exclusion, ça va être généralement les patients dont l'âge est inférieur à 18 ans. C'est les patients qui sont traités ailleurs. On peut d'ailleurs faire des études multicentriques lorsque on s'intéresse donc on veut avoir justement un plus large échantillon. Donc, on va devoir collaborer avec d'autres services pour avoir donc un échantillon
plus grand. Et l'exclusion, ça va être peut-être des patients immunodéprimés, des patients qui sont actuellement en progression, des patients, par exemple, qui auraient reçu un traitement au cours d'un essai clinique. Voilà, ça pourrait être des critères d'exclusion. Et puis, les considérations éthiques, ça c'est super important. Il est strictement interdit donc de réaliser une étude s'il n'y a pas de consentement et s'il n'y a pas d'anonymat. Avant de faire n'importe quelle étude ou n'importe quel essai clinique, il faut commencer par le consentement du patient. Le consentement écrit et éclairé. Vous devez obligatoirement faire signer, expliquer quel est l'essai, même si c'est une étude observationnelle, même si vous allez utiliser que les données que vous avez sur le dossier du patient sans intervention, sans lui prélever du sang, sans lui rajouter un médicament, et ben pour pouvoir utiliser justement ces données personnelles, vous devez avoir un consentement que vous devez obligatoirement laisser dans le dossier du patient. Il faut savoir qu'on est audité lorsqu'on réalise justement des essais ou des études cliniques. On est obligé donc de passer par le comité d'éthique pour avoir d'abord l'accord et au final signer le consentement au patient. Voilà. L'analyse statistique, donc professeur Azouz en a parlé en long et en large. Donc il y a des logiciels qui sont fort intéressants comme l'SPSS, le R, Excel et il y en a plein d'autres, vous l'avez vu. Et puis bien sûr pour tout médecin, on doit être formé en statistique pour pouvoir justement analyser ces données. Donc il y a plusieurs paramètres ou il y a plusieurs tests qu'on pratique justement au cours de ces essais cliniques. C'est par exemple le KIT 2, le test ANOVA, la corrélation et bien sûr ce fameux P qui nous permet de trancher et de dire si la différence est significative. Lorsqu'on a un P qui est inférieur à 0,05, à ce moment-là, on peut vraiment dire que la différence entre le traitement standard et le traitement expérimental est significatif parce que on peut avoir des résultats négatifs, on peut avoir des résultats positifs, mais qui ne sont pas statistiquement significatifs. Passons maintenant à l'interprétation et la discussion. Donc, une fois que vous avez analysé vos données en utilisant les différents tests statistiques, on va pouvoir donc interpréter les résultats et les comparer justement avec les données de la littérature. Par exemple, si il y a un essai qui a été fait en France et on refait donc le même essai en Algérie, avec une population qui est différente, à ce moment-là, on va voir est-ce que nos données donc concordent avec les données de la littérature ou s'il y a des différences relevées. Il faudra bien sûr identifier les biais et les limites. On peut être confronté justement à des limites dans la réalisation d'un essai clinique. Et finalement, on doit sortir, une fois qu'on a interprété nos résultats et on a identifié les biais et les limites, on doit ressortir justement avec des recommandations ou bien des référentiels pour la pratique courante. On ne fait pas un essai juste pour faire un essai, mais c'est justement pour faire évaluer la médecine, pour proposer des traitements de qualité pour les patients. Et justement, on doit, dans la pratique courante, se référer à ces recommandations. Donc, si je cite à titre exemple en oncologie médicale, on ne traite pas comme on veut des patients. euh, les patients, il y a une équité dans les traitements qui est basée justement sur ces recommandations, comme je l'avais dit au tout début. Donc, il y a des sociétés savantes qui élaborent donc chaque année ou bien régulièrement des essais cliniques et à la fin, on a des résultats. Et lorsqu'ils sont statistiquement significatifs, à ce moment-là, ça va rentrer dans les recommandations. C'est des recommandations. Les recommandations peuvent être internationales
ou nationale, on peut même avoir des recommandations locales et qu'on est obligé de respecter justement pour avoir cette uniformité dans les soins et avoir justement une équité des soins pour tous les patients atteints de cancer à travers le monde. La rédaction et la diffusion. Donc, la rédaction d'un article scientifique doit suivre la structure IMRAD, donc I pour introduction, méthode, résultat et ensuite discussion. Donc, la rédaction, elle se fait selon les recommandations internationales et puis on choisira au final notre revue pour la publication d'un article. Il est préférable lorsqu'on a un travail de qualité de le faire publier dans une revue indexée. Et puis, si on n'arrive pas parce que ça coûte cher, on n'a pas les moyens, ça peut être justement, ça peut échouer, la revue peut ne pas accepter votre travail si elle le juge pas à la hauteur. À ce moment-là, on peut justement présenter nos résultats donc, à travers des communications orales, que ce soit au national ou à l'international, ou bien des posters. Donc, c'est des communications affichées. Donc, à la fin de la présentation, donc, je reviendrai vers les ressources et les outils qui sont utiles. Donc, les sites, j'ai cité PubMed, Cochrane, Google Scholar, Zotero. Et puis, je vous propose de faire des formations en statistique. Et si vous êtes justement investigateur ou bien vous réalisez justement un essai clinique, il faudra suivre donc des guides ou des référentiels internationaux. Donc, résumons les étapes d'un projet de recherche scientifique. Donc, on va commencer d'abord par l'observation. C'est quoi l'observation? Eh bien, tout simplement, c'est l'identification d'un problème et qui doit se terminer par la formulation d'une question qui est claire en suivant la méthode, donc PICO, population, intervention, comparateur et outcomes, qui sont les résultats. Ensuite, on va passer à la revue de la littérature. Donc, on va analyser les connaissances existantes et définir donc le cadre conceptuel. La méthodologie, c'est choisir le type de l'étude que vous allez réaliser. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une étude donc observationnelle, une étude interventionnelle, etc. On doit définir justement la population de l'étude et il faudra, comme je l'ai dit, respecter les considérations éthiques. Donc, avant de commencer, vous devez soumettre donc une demande au comité d'éthique et bien sûr proposer donc des consentements aux patients avant de les inclure dans votre étude. Quatrième étape, c'est la collecte et l'analyse des résultats. Donc, on va recueillir des données qui sont fiables afin de les analyser statistiquement par les logiciels SPSS, R, Excel. Et chacun il choisit donc le logiciel qu'il maîtrise le plus. Et puis, à l'interprétation et la diffusion, une fois que vous avez collecté et analysé vos résultats, vous devez les interpréter et donc discuter les biais, donc faire une comparaison avec donc les données de la littérature. Et à la fin, vous avez donc publié et vous devez donc conclure. Au final, donc, en take-home message, je dirais que la recherche scientifique repose sur une démarche qui est rigoureuse, elle est structurée, elle doit passer ou bien elle doit commencer par une question qui est bien formulée, c'est la base de tout projet réussi. La revue de la littérature, c'est une étape très importante qui n'est pas négligente, qui oriente la méthodologie et évite la redondance. Et vous avez vu qu'il y a des outils qui peuvent donc vous simplifier cette tâche. L'éthique et la qualité des données conditionnent la validité des résultats. Publier, donc pourquoi on le fait? Ben, tout simplement, c'est pour partager notre expérience et faire progresser la science au profit donc des patients. Et bien sûr, la collaboration interdisciplinaire, c'est un levier majeur en termes d'innovation médicale. Donc, la recherche, c'est un processus donc structuré, collaboratif et rigoureux. Avant de réaliser un projet de recherche, il faudra maîtriser les outils et les méthodes. C'est
pour une bonne qualité d'un projet. Et enfin, ensemble, chercheurs, qu'on soit médecin ou infirmier, on participe à l'évolution justement de ces soins. Et je vous remercie et je suis ouverte pour vos questions. Merci beaucoup, professeur. Je vous Alors en déjà, pouvez-vous nous mentionner ces sociétés? Il y avait une plaque où vous avez parlé, vous avez dit qu'il y avait Des des sociétés sociétés. savantes, oui. En termes de cancérologie, il y a par exemple l'ASCO, c'est l'American Society of Clinical Oncology. Et puis, il y a la société européenne, donc l'ESMO, c'est European Society of Medical Oncology, qui élabore justement des référentiels qui sont internationaux. Et actuellement, il y a des référentiels algériens. Donc la première fois, ils ont vu le jour, je crois, en 2023. Ils sont en ligne justement pour être utilisés par tous les oncologues. Et là, il va y avoir normalement une mise à jour de ces référentiels parce que la recherche évolue. Donc, on est obligé de faire une mise à jour de ces guidelines. Professeur Braki, en continuant les questions, mais vous enlevez votre partage. D'accord. Là, le professeur Azali va mettre le partage. Ah, ok. Alors, les Comment je médecins généralistes peuvent-ils y participer? Est-ce que vous pouvez nous citer les centres de recherche en Algérie? Les centres de recherche en Algérie. Alors, attendez, je vais d'abord, je ne sais pas comment faire pour... alors, je ferme juste ma présentation. Et Voilà. Vous voilà. enlevez par le récolché. Alors, attendez. C'est bon? Non, là, toujours. Ah oui, et pourtant, j'ai tout fermé. Si. On l'a toujours, vous n'avez pas fermé. Moi, j'ai fermé, partagé. Alors, INP, ouvrez le micro. Oui, voilà, c'est bon. Arrêtez le partage. Arrêtez le partage, professeur Barakia. Bonjour. j'ai arrêté, c'est bon. Non, 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 il faut arrêter. On est en train de voir votre bureau. Ah oui, Ah oui, il est affiché à tout le monde. mais je ne sais pas justement comment faire. Alors, il faut monter. Il faut monter en haut. Oui. Arrêtez le partage. En haut. Alors, justement, en haut, qu'il y a le partage. Arrêtez. Arrêtez. Eh ben, ما خرجتليش arrêter partage. كاينة partager. Il faut cliquer à droite, Oui, je suis arrêter le partage. Voilà, c'est en rouge. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, pour les centres de recherche, je vais répondre à la question. Oui, oui. Alors, en Algérie, il y a une agence, donc la TRSS, c'est l'agence thématique de recherche scientifique, donc c'est à Oran. Justement, qui nous permet de réaliser des projets de recherche nationaux. Il est pour la direction de la DGRSDT, la Direction générale de la recherche scientifique. Lesquels au partage Coupez le la micro. réunion monsieur Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme question? Alors, vous m'avez entendu pour la question de recherche, du centre de recherche, Madame Gougen. Une partie. Oui, alors, قلت لهم كاين, la TRSS, c'est une agence thématique de la recherche scientifique. À Donc, Oran. qui est sous la direction de la DGRSDT. La TRSS, elle est à Oran et la DGRSDT donc, se trouve à Alger. Et à travers justement ces structures, on peut réaliser des projets de recherche. D'ailleurs, moi, je suis chef de projet de recherche nationale, donc que j'ai eu la chance justement à réaliser, que je suis en train de réaliser avec ma collègue Ahlam El-Ghazali et d'autres collaborateurs sur le cancer du poumon. Donc, justement, cette agence, c'est elle on va dire, qui sponsorise le projet de recherche. Donc, on nous donne de l'argent justement
pour pouvoir acheter donc le nécessaire pour réaliser le projet qui, j'espère, donc verra le jour et terminera par un article de qualité. Voilà. Je vais vous demander, professeur Braikia, de continuer à répondre par écrit à tout le monde, par la D'accord. personne qui vous écrit la question. Comme ça, on va entamer avec le professeur Razali. Et je suis vraiment désolée qu'on soit obligé de se bousculer un peu. Non, non, il n'y a pas de souci. Juste avant de terminer, je voudrais Hein? juste lancer un coucou ou bien un bonjour à mes collègues de l'hôpital Zéro Youssef de Ténès, où j'ai Deux? commencé ma carrière en tant que médecin généraliste. Ah, L'hôpital Zéro Youssef de Ténès. Voilà, je vois qu'ils sont là. Donc, mes salutations les plus chaleureuses. Et je parce continue qu'il y sur a, le... justement, il y a une question qui vous dit comment on peut participer aux recherches scientifiques. Essayez de leur donner la réponse qu'il faut. Je pense que c'est des généralistes qui posent la question. D'accord, je vais répondre. Et d'accord, merci beaucoup. Alors, bien fait. Active le micro, s'il te plaît. Professeur Azali, active le micro. Est-ce Voilà, que c'est bon? c'est bon. Alors, bonjour, Voilà. bonjour Madame Gouguem, bonjour mon ami professeur Braikia Sihem, bonjour à toute l'assistance. On continue dans cette matinée de formation dans le même, c'est-à-dire dans le même volet. Et là, on va survoler, après avoir vu avec professeur Braikia comment mener une recherche médicale, justement, comment faire un booster, comment accélérer, comment raccourcir le temps en utilisant une IA, mais pour dédier à la recherche médicale les outils pour chaque étape du processus scientifique. Donc on commence notre, là je dois passer, voilà. Donc voilà, le plan de notre conférence, donc ça va être d'abord une introduction à la méthodologie de la recherche. Vous avez vu ça en détail avec professeur Braikia. L'élaboration d'une question, mais avec des outils bien sûr de IA. Les outils traditionnels au service de la recherche bibliographique, parce que vous avez compris que la bibliographie était le socle, la pierre angulaire avant le démarrage de toute recherche. Donc voilà, ici on les voit, vous les avez vus avec professeur Braikia, du moins ils ont été cités. Les outils IA au service de la recherche bibliographique et les outils IA pour une question de recherche et pour les étapes de traitement des données. Je pense qu'il y a eu des détails quand même avec professeur Azouz. Donc, toujours au départ, c'est la rédaction d'une problématique. On formule une question clairement posée et on pose une hypothèse pour un protocole de recherche soit développé. Pour la question de recherche, pour la revue de la littérature ou pour la question de recherche et de la qualité de la recherche bibliographique, donc on met les chefs de file pour la question de recherche, on va le voir dans le détail, c'est consensus.application. Revue de la littérature le plus utilisée par toutes les académies qui utilisent la IA, à savoir, là j'ai envie de parler un peu d'un monsieur qu'on trouve sur Twitter, de préférence sur Twitter, sans faire de publicité pour les réseaux sociaux. C'est le seul réseau où vous trouvez quand même des chercheurs et des savants. Donc Ilya Chabanov est un monsieur qui est en fait de nationalité russe qui vit aux US, qui est le leader ou le fondateur de Academy Effortless. Vous pouvez googler et trouver justement son Twitter, il répond même quand vous utilisez une IA que lui recommande. Et généralement, tous les chercheurs dans le monde suivent ce monsieur parce que il teste. En fait, il est, on va dire, il est un peu l'expert qui, dans cet océan d'applications IA, nous fait le filtre des applications IA académiques.
Et parmi les IA qu'il utilise et qu'il recommande, justement, il y a la revue de la littérature par Litmaps. On va voir ça tout à l'heure. Pour la question de recherche et la qualité de la recherche bibliographique, on a VosView. VosView, donc, est le moteur de recherche le plus important. C'est une IA qui est spécialisée, qui est dédiée justement à la recherche. Maintenant, quelques définitions justement pour que vous sachiez dans votre projet de recherche quel outil utiliser. On va faire quelques définitions. Donc, on a dans un travail l'innovation, vous avez l'innovation, vous pouvez faire un travail de rénovation ou d'innovation. On revoit un par un avant de savoir quel outil pour chaque étape. Alors, il n'y a pas mieux que Michel Serres qui a justement défini les 4 aspects. Donc, pour l'innovation, comme vous le savez peut-être, c'est créer quelque chose de totalement nouveau dans un domaine où cela n'avait jamais existé auparavant. Donc, pourquoi je parle de ça? La majorité pense que pour faire un travail de recherche, il faut que ça soit nouveau, que ça soit une découverte. Oui, mais il n'y a pas que ce volet. Vous voyez bien que c'est le 1/4 des volets de la recherche. Vous pouvez faire la majorité du temps, et c'est académique, de l'innovation. C'est-à-dire, vous introduisez quelque chose de nouveau ou d'inédit dans un domaine donné, que ce soit une idée, une méthode, une technologie ou une approche, avec pour objectif justement d'apporter une valeur ajoutée ou un avantage significatif par rapport aux pratiques existantes. On verra quelques exemples tout à l'heure. Donc, pour la rénovation, en fait, c'est la mise à jour et l'amélioration ou la révision des méthodes de recherche existantes. Et ça aussi, c'est 1/4 des recherches qui sont publiées dans des revues de renommée, grade A dans le classement. On termine par l'innovation. Innovation, c'est exporter une méthode, une technologie ou une approche d'un domaine où elle est établie vers un tout autre domaine où elle n'a jamais été utilisée auparavant. Pourquoi je m'arrête là? Parce que dans l'innovation, on a la IA. L'intelligence artificielle au départ, ou ce qu'on appelle les algorithmes, ou ce qu'on appelle parmi les algorithmes qu'on appelle IA, c'est-à-dire les réseaux de neurones, que ce soit dans machine learning ou deep learning, qu'on utilise. Avant, c'était une spécificité pour les informaticiens. Après, l'innovation, c'était exporter cette méthode et la ramener dans le domaine de la santé. Et là, je pense que vous avez vu en long et en large avec le professeur Azouz, le côté éthique de l'utilisation, comme il le dit si bien, le stéthoscope, le nouveau stéthoscope. Donc, comment on va faire justement pour trouver des nouvelles pistes dans la recherche scientifique? Parfois, vous pouvez être expert dans votre domaine, mais dans ce domaine-là, vous avez du mal à trouver une idée. Eh bien, vous pouvez formuler quelques mots-clés et chercher ou bien quelque chose d'innovant, innovant ou une rénovation d'une méthodologie. Quels sont les outils techniques disponibles justement pour trouver une piste? Parfois, les doctorants, ils ont du mal à trouver un sujet de thèse, par exemple. Donc, ces outils-là vont vous aider justement pour améliorer en fait l'idée qui est là, qui est dans votre tête, vous n'arrivez pas à l'exprimer, celle qu'on appelle l'hypothèse. Comment l'intelligence artificielle peut m'aider à identifier les gaps ou les trous dans un sujet? Ça y est, j'ai trouvé mon sujet. Avant de démarrer, je dois voir est-ce que je suis, avant d'entamer une route, ça ne va pas être justement un travail où peut-être je n'ai pas pris en considération certains gaps ou certaines difficultés que j'aurai et qui rendront mon sujet, malgré qu'il soit pertinent, impossible à réaliser. Donc, toujours se mettre dans la tête, c'est les 4 volets de la recherche. Pour cela, quels sont les outils IA qui sont justement disponibles? Là, je les ai cités, mais on va les voir un par un. Consensus, il sert à quoi? Litmaps servira à quoi? VosViewer,
Là, on a choisi, bien sûr, d'un océan de IA, les IA les plus académiques, les plus utilisés. Je vous donne juste un conseil. Même s'il y a beaucoup de IA, si vous utilisez une, deux ou trois applications et que vous les maîtrisez, c'est mieux que de connaître des milliers d'applications et vous n'allez maîtriser aucune. Pour être simple et non simpliste, c'est comme si vous voulez avoir vous avez un portable où vous-même, vous avez remarqué votre smartphone, il y a beaucoup d'applications et au total, vous utilisez une ou deux ou trois applications pour communiquer avec les autres. Donc, à quoi bon charger votre mémoire? C'est le même concept pour un chercheur. Maintenant, il y a la problématique aussi, quand vous allez finir votre projet de thèse, ça va être la rédaction de l'article, mais bien avant, quand vous avez un article scientifique sur lequel vous allez vous baser pour faire votre bibliographie avant de démarrer votre travail. Donc, vous devriez avoir les 4 étapes à connaître. D'abord, par ce qu'on appelle un brainstorming par l'intelligence humaine, avant d'appeler une application IA. Donc, c'est toujours, vous allez feuilleter le titre, le résumé, les divisions, les subdivisions. Vous allez relire la problématique scientifique et les principales nouveautés de votre article. Vous faites une fiche de lecture avec des points clés et vous prenez des notes. Vous allez interpréter les données, une discussion et une conclusion. Dans chaque étape, quel est l'outil qu'on va utiliser? Le premier, c'est Consensus. Alors, pour Consensus, c'est une IA qui va vous aider. C'est une séquence que moi j'appelle, parce qu'on peut la trouver dans les congrès ou même dans les staffs de médecine, qu'on appelle « J'ai lu pour vous ». Donc, cette IA, vous ne pouvez pas, dans une journée, lire, par exemple, 100 articles. Si vous la dirigez, Consensus, il est utilisé par toutes les compagnies que vous voyez, l'Université de Virginia, par Harvard, par des facultés qui sont de renommée, Berkeley, etc. Et donc, elle va extraire les informations clés qu'il y a dans l'article et elle va vous fournir un petit résumé précis et pertinent. Et elle va faire, comme on dit, un peu c'est comme si vous prenez et vous allez faire du fluorescent sur les points ou les fragments de l'article qui est important. Ce modèle de recherche est utilisé pour faciliter la recherche. Plus besoin de passer des heures à lire d'innombrables articles ou à effectuer des recherches pour trouver la réponse à une question spécifique. L'outil, donc, il est un peu booster, il facilite grandement les recherches pour les doctorants, comme pour tous les utilisateurs. Il facilite aussi la rapidité d'accès aux sources fiables, parce que la base de données de Consensus, elle est académique. Donc, vous n'allez pas trouver des articles qui sont dans des revues, par exemple, prédatrices, vous n'allez pas les trouver. Consensus ne va pas les parcourir et vous allez gagner un temps fou pour la sélection. Le deuxième outil qu'il ne faudra jamais rater, c'est Litmaps. C'est un moyen simple, rapide, précis pour trouver des articles pertinents pour une revue de la littérature complète. Donc, ça va générer une carte d'articles plus pertinente à partir d'un seul article et les plus récents qui sont affichés, les plus cités et faire surtout une veille en surveillant vos recherches en arrière-plan pour les nouveaux articles. Voilà à quoi ressemble si on recherche, c'est-à-dire par rapport à l'Ultimax, normalement, bon, je n'ai pas la feuille, c'est reprends la phrase, reprends la phrase. Ah, la connexion est instable. Oh, c'est dommage. Je vois même que la connexion, elle est pas bonne. Donc, je disais pour l'ITMAS,
c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus précis pour trouver des articles pertinents. Donc, avec Consensus, vous avez le sujet de la recherche. Vous allez le faire rentrer, comme vous voyez si bien ici, dans cette plateforme. Et lui, il va vous tirer en quelques minutes tous les articles pertinents, les plus académiques et les plus cités dans le sujet de recherche que vous allez entamer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il fera une veille. Pour vos viewers, vous avez une cartographie, comme vous le voyez, du domaine de la recherche dans lequel vous allez vous identifier. Donc, il vous donnera en vert tout ce qui est pertinent et il est dans la question de recherche que vous êtes en train d'utiliser. Il va identifier les relations entre les chercheurs qui collaborent dans le même sujet et il vous analyse les performances des recherches qui ressemblent ou qui sont en lien avec votre sujet et surtout, il va vous analyser vos mots-clés pour vous rajouter et vous identifier des sujets recherche les plus abordés et les tendances émergentes pour que votre viewer est très, très intéressant si vous êtes dans l'étape de la publication. Il peut aussi vous organiser, vous visualiser les grandes quantités de domaines bibliographiques et il peut vous proposer des collaborateurs potentiels pour planifier des recherches futures parce que chaque fois qu'on fait un sujet, donc on part sur d'autres voies qui s'ouvrent. Synapse est le troisième important moteur et IA d'apprentissage automatique pour indexer et organiser les millions d'articles qui viennent de différentes sources. Et croyez-moi, c'est un outil qui va vous aider vraiment lorsque vous allez arriver à l'étape de revue de la littérature et vers la fin, vers une étape de pré-publication. Et il vous fait aussi des archives ouvertes sur votre passé. Donc, vous allez avoir une bibliothèque, Synapse, c'est comme Synapse, c'est un peu pris de réseau de neurones humains. Donc, il fait le lien tout le long du parcours de la recherche. Il vise à simplifier le processus de recherche académique en vous fournissant un accès très rapide et efficace, une vaste quantité de littérature scientifique. Obsidian, si vous vous rappelez j'allais dire la plaque où j'avais mis prise de notes. Obsidian, c'est la prise de notes, l'application de gestion de connaissances personnelles, une application de prise de notes. Toutes vos notes au cours de la recherche, il va les organiser en forme graphique et il va lui-même structurer et organiser les pensées et les connaissances de manière flexible et non linéaire. Et il est gratuit, bien sûr, open source. Il est à usage personnel avec, il y a des licences payantes pour usage commercial, mais vous pouvez utiliser le open source. Il suffit de choisir l'option Obsidian, qui est la prise de notes, comment dirais-je, académique pour chercheurs open source. Je reviens sur la prise de notes. Dans la littérature, dans l'histoire, l'une des meilleures prises de notes, c'était celle de Marie Curie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, son carnet de notes, on essaye de savoir comment le cerveau de Marie Curie, justement, utilisait les données qui étaient au niveau des notes, qui sont toujours d'actualité pour la recherche en oncologie, pour la radioactivité, etc., pour la radiothérapie. Donc, Obsidian, ils ont essayé quand même de mimer, j'allais dire, la prise de notes de Marie Curie, qui est prix Nobel plusieurs fois, comme vous le savez.
Donc voilà, je voulais juste vous montrer quelque chose de concret de la IA au bloc opératoire, s'il y a des gens qui nous regardent, comment transgresser avec une IA au bloc, comment traduire et mettre des chiffres sous forme juste d'une image, comme pour dire au chirurgien, cerveau sévère, ça veut dire tout va bien, le poumon sévère, le cœur sévère. Et ça, c'est juste par, j'allais dire, un capteur qui ressemble à celui de la SPO2 sous, bien sûr, surveillance du monitorage standard qui est invasif. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que qu'on a survolé justement pour le respect du temps. On a dû faire une forme un peu light parce que mon ami professeur Azouz avait quand même une communication très pertinente. On le remercie pour l'excellente communication. Professeur Brakia, merci pour la communication pertinente et excellente que vous avez établie. Et là, c'était juste pour fixer justement les idées de mes collègues. Alors, merci, Razali. je pense que j'ai fait court, hein, Madame. Madame Oui. Oui, pour permettre justement le respect du temps. Je l'avais compris. Et aussi pour avoir au moins pour poser des questions. Je vais voir si Brakia est toujours là. Entre-temps, Oui. poser des questions au professeur Razali pour lui ouvrir le champ. Non, elle n'est pas là. Donc, voilà, il nous dit oui, oui. Donc, comment on peut participer à une recherche scientifique? Elle est là, Brakia. Merci bien, docteur. Merci à vous. Merci à vous. Ouvrez le sang, ouvrez votre sang. Société savante. C'est de vous revoir. Alors. Merci, docteur Barty. Moi aussi, je suis heureuse que vous soyez là. Le son est faible, désolé. Hein, les gens, merci à vous. Oui, docteur, pour tout le travail que vous faites. Là, c'est des remerciements pour Madame Gauguin. Oui, on remercie Madame Gauguin pour tout. Professeur Barakia nous dit que le son est bloqué. Donc, il faut... Est-ce qu'elle peut parler? Ah, ça y est. Ça y est, professeur Barakia, est-ce qu'on vous entend? Et c'est bon, j'ai répondu aux questions par écrit. S'il y a d'autres questions, je suis là. D'accord. Donc, il y a une question pour qui je ne sais pas, à vous deux de voir. Je ne vois pas, hein, Néa, parce que de temps en temps... Pour la recherche collaborative, oui. est-ce qu'il y a ça nécessite une autorisation? Est-ce qu'il faut une autorisation? Alors, oui, là, je pense que les trois, on peut répondre, si vous permettez, professeur Brakia, je pense que vous leur avez parlé, ainsi que professeur Azouz, qu'il y a dans chaque hôpital la commission d'éthique. Donc, on passe pour demander l'autorisation une fois que vous avez établi votre projet de recherche. Et il faut avoir bien sûr les autorisations du Conseil de l'éthique donc local, national. Et par rapport à nous, par exemple, médecins, anesthésistes et réanimateurs au bloc opératoire, on doit toujours, dans la consultation de pré-anesthésie, demander le consentement éclairé du patient. Professeur Brakia, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Oui, en fait, elle a demandé est-ce qu'on a... Pour collaborer, est-ce qu'on doit avoir une autorisation? En fait, ce n'est pas une autorisation. Si on doit réaliser une étude multicentrique, il faut avoir les accords. C'est pas autorisation. Ah, voilà. D'accord. Moi, je pensais, l'autorisation, généralement, c'est l'autorisation du patient. J'avais pensé qu'on parlait d'éthique. Voilà, exactement. Donc, pour une collaboration, donc vous devez avoir justement l'accord du médecin-chef ou du directeur de l'établissement
Donc, il doit Bien être sûr. au courant des essais qui doivent être réalisés. Et comme vient de le souligner le professeur Al-Ghazali, tout passe par le comité d'éthique. Généralement, il y a une commission d'éthique qui siège dans chaque hôpital. Et il y a des organismes donc, qui ont leur propre comité d'éthique. Avant, par exemple, la TRSS, l'Agence thématique de la recherche scientifique, donc, avait son propre comité d'éthique. Mais maintenant, il a été dissous. Donc, par exemple, moi, pour la réalisation du projet national de recherche, donc, j'ai dû soumettre une demande au comité d'éthique de l'hôpital du staff. Voilà. Exact. Il y a une question, donc est-ce que vous pensez vraiment que devant le développement des technologies et des performances des softwares et des data, chaque jour l'IA avec la superintelligence artificielle qui vient va rester un système de réseau de recherche fermé, serait-il pas une solution? En fait, je vais vous dire quelque chose. Je reviens sur quelque chose que d'ailleurs mon ami professeur Azouz et mon ami professeur Brakia répètent toujours quand on fait les formations, c'est que le mot intelligence artificielle, parce qu'on avait fait déjà l'introduction la dernière fois, il est commercial. Il n'y a pas d'intelligence. Mettez-vous dans la tête que le chatbot, ce qu'on appelle un chatbot, c'est quoi? C'est le chat. C'est cette partie dans la plateforme où vous écrivez, s'il vous plaît, par exemple dans ChatGPT, s'il vous plaît, cherchez-moi ceci, cela. C'est ça le chatbot. Donc le chatbot, quand on écrit, on a l'impression, parce qu'il ressemble malheureusement, il ressemble au chatbot par exemple, de WhatsApp quand j'envoie moi un message au professeur Brakia lui disant bonjour, comment ça va, ou bien je lui pose une question scientifique. Elle me répond. Là, c'est une intelligence humaine avec une intelligence humaine. Par contre, le chatbot d'une IA, quand vous demandez l'exécution d'une tâche, sachez que c'est une intelligence artificielle qui s'adresse à un algorithme. Attention, il n'y a pas d'intelligence de l'autre côté. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas les mots-clés qu'il faut, si vous ne mettez pas la précision, si votre IA n'est pas entraînée dans le domaine dans lequel vous lui posez des questions, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des hallucinations. On appelle ça hallucination dans le terme informatique. Hein. C'est quoi une hallucination? Le chatbot, quand il ne trouve pas la réponse à votre question, il doit vous fournir une question, une réponse. Et là, il peut vous donner une réponse erronée. Donc, faites attention. Comme il y a une IA spécialisée, il y a une IA générative. Donc, elle est entraînée, on a un peu, elle est connue comme par exemple pour tout ce qui est domaine médical, il y a un entraînement de cette machine sur des données. Il y a la générative qui est plus faible dans le domaine médical, qui peut écrire à votre place, faire certaines choses à votre place, mais il y a une boîte noire et on ne sait pas ce qui se passe dedans. Donc, faites attention. Il n'y a pas de super intelligence artificielle qui vient. Il y a par contre des algorithmes hyper puissants qui viennent. Est-ce qu'il y aura encore une secrétaire? Oui. Je vous donne un exemple. Les dictaphones chez nos amis radiologues. S'il y a des radiologues qui nous écoutent, ou même les médecins généralistes, j'ai vu dans certains centres utilisent les dictaphones. C'est une IA qui transforme votre voix, ce que vous dites, en un texte. Mais parfois, quand vous regardez le texte, s'il n'y a pas la secrétaire, justement, ou le secrétaire, pour lire et corriger, votre voix peut, à la place de, par exemple, fémur, il y aura fumée. Donc, fémur droit, il y aura fumée droite. Vous imaginez, c'est un document, par exemple, de compte-rendu opératoire ou un compte-rendu de chimiothérapie, il est médico-légal, on ne doit pas mettre n'importe quoi dedans. Donc, oui, la IA, elle est là pour aider dans une tâche où il y a une fatigabilité du cerveau humain, mais elle n'est pas une intelligence. Je vous donne un exemple simple. Au jeu d'échecs, alors le meilleur héros, j'allais dire, le meilleur
champion des jeux d'échecs, il a perdu la partie ou le mondial devant un ordinateur une application IA qui jouait avec ce champion. Et même si ce champion, il a perdu la partie parce que c'est une IA qui est plus rapide dans le raisonnement, mais elle n'est pas plus intelligente que lui parce que si on va changer le jeu et on lui donnera un jeu de cartes, le champion des jeux d'échecs pourra jouer aux cartes, mais la IA, elle n'est dédiée que aux jeux d'échecs. Donc, c'est ça la problématique. Il faut toujours se mettre en tête que la IA, actuellement, elle est super puissante, mais elle n'est pas super intelligente. Troisième question, software et les data chaque jour. Des data chaque jour, en fait, les data, là, je corrige quelque chose, la data, c'est quoi? Quand vous entendez parler de data, data, c'est données. Donc, big data veut dire beaucoup de données. Je vous donne un exemple. Dans certaines études, on a plus de 150 000, par exemple, data, données humaines, médicales. Si on va prendre les chercheurs rien que pour faire les statistiques de quels sont les patients âgés de 20 ans, vous savez que ça va prendre des mois. Par contre, si vous demandez ça à une IA entraînée, elle va vous tirer des 150 000 patients, quels sont les patients qui sont âgés de 20 ans. Donc, dans cette mission bien précise où la IA a été entraînée, il n'y aura pas d'erreur. Par contre, si on lui demandera autre chose et elle n'est pas entraînée, par exemple, quelles sont les comorbidités, le mot comorbidité n'existe pas dans l'algorithme, elle vous donne une réponse erronée. Vous parlez le même langage, vous lui dites quel est le nombre des hypertendus et elle a été entraînée pour le mot hypertendu et elle vous donne les statistiques. Donc, vous voyez, intelligence artificielle, oui, mais en fait, il faut toujours dire intelligence artificielle, c'est algorithme, ce n'est pas une intelligence. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai répondu normalement, oui. Dis-moi, professeur Chauffé, oui. Moi, je vais poser autrement. Il y a deux questions là. Alors, la première, est-ce que pour la documentation, c'est-à-dire pour la bibliographie, oui. Est-ce il faut une autorisation? Ça, c'est la première. Et l'autre éclaircissement que je voudrais que vous donniez, vous deux, ici présents, comment un médecin généraliste peut s'intégrer dans la recherche et de quelle manière et à quelle porte frapper, et aussi qu'il soit médecin généraliste de santé publique ou bien libéral. Donc, oui, on peut j'aimerais bien répondre. qu'il y ait un éclaircissement par rapport à ça. Professeur Brakia aussi avec Razali. Oui. Alors, je vais vous dire par rapport à un projet de recherche. Si le médecin généraliste, il est au niveau du service. Et il y a beaucoup de services où il y a des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Vous pouvez être une partie ou collaborateur, c'est-à-dire qualifié pour une tâche bien spécifique que le chercheur va vous donner. Par exemple, il vous donne le protocole de recherche et il va vous donner une tâche. Ça peut être une tâche par rapport à ce qu'on appelle la collecte des données. Alors, pour la collecte des données, je ne sais pas si mon ami professeur Brakia m'entend, mais je pense que toute personne peut faire la collecte des données, n'est-ce pas, et qui est le socle, la matière première de toute recherche. C'est votre patient, ce sont vos données. Le chercheur, il est là pour vous dire quel type de données sont importants pour son travail. Et là, vous avez une tâche et vous faites partie de l'équipe et même il sera tenu, parce que dès le départ, il faut le définir, votre tâche et quelle est votre place. Vous pouvez bénéficier, ou c'est votre droit, hein, c'est même pas bénéficier, de votre nom dans la publication. Est-ce que je me trompe, professeur Brakia? Non, non, vous avez entièrement raison.
Je voudrais juste spécifier que les essais cliniques en Algérie sont gérés peut-être par le pharma qui est le promoteur de l'essai clinique. Et puis, on va désigner un investigateur principal et un co-investigateur. Ça, c'est les projets qui sont rétribués, qui sont en collaboration avec le pharma. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a une société savante d'oncologie ou de chirurgie ou autre. Donc là, c'est le promoteur qui va désigner l'investigateur et co-investigateur. Par contre, s'il y a un essai clinique qui est réalisé c'est par un médecin spécialiste, donc à ce moment-là, il peut lui-même donc désigner ses collaborateurs, comme vient de le souligner le professeur Razali. Ça peut être un médecin généraliste, un médecin spécialiste, un biologiste ou un statisticien. À titre d'exemple, pour le projet de recherche que je suis en train de mener actuellement et qui est réalisé sous la coupe donc de l'APRSS, l'équipe de recherche, donc il y a il y a 6 chercheurs. En fait, non, il y a 3 chercheurs. Pour les chercheurs, la TRSS exige qu'ils aient le grade de maître de conférence. Ça, c'est le minimum pour pouvoir justement être dans l'équipe de recherche. Et de l'autre côté, on collabore avec le partenaire socio-économique et moi, j'ai choisi de collaborer avec le Centre Pierre et Marie Curie. Donc, il y a une pharmacienne et il y a 2 santé publiques. S'il y avait des généralistes, j'aurais pu prendre des médecins généralistes, on peut prendre des biologistes, on peut prendre un informaticien si on a besoin justement qui nous aide dans notre travail pour l'analyse des données. Donc oui, ça revient à la personne qui mène le projet de recherche. Ça, c'est le choix personnel. Il lui revient de choisir justement son équipe, c'est au chef du projet. Donc, ça peut être un médecin généraliste, un biologiste, un infirmier. Donc, l'infirmier, il peut participer comme, par exemple, attaché de recherche. Et c'est des projets qui peuvent être rétribués ou non. Voilà. Mais tout le monde a sa place dans le projet de recherche. Mais je n'ai pas de spécialiste avec moi. Comment se rapprocher? Pas de spécialiste. Je n'ai pas de spécialiste. Je veux faire un projet, je suis dans mon terrain, je suis dans un endroit, dans une wilaya X, et je constate Certaines choses. une problématique auquel je veux apporter certaines recommandations avec un groupe de travail avec moi. Et à qui s'adresser? Le médecin généraliste, c'est ça son souci. C'est vrai. Il y a la société des médecins généralistes, hein, Madame Gauguin, n'est-ce pas? Mais c'est la société qui dépose. C'est la société qui dépose. C'est par rapport juste comme, comment dirais-je, comme un coordinateur pour voir avec les centres de recherche au niveau justement national pour poser une problématique. Parce que ça dépend du sujet. Hein. Moi, je connais un exemple, hein, par exemple, un exemple de médecin généraliste qui voulait faire une étude observationnelle concernant la fréquence ou la prévalence de l'HTA dans sa région. Il s'est rapproché du ministère de la Santé qui l'ont orienté justement par rapport au réseau. Et c'était par le biais de la société de médecine générale qu'il a pu aboutir à un travail. Et donc ça, c'est le seul exemple que j'ai en tête, mais je pense que je tends la perche à mon ami professeur Braïkia pour étoffer si elle connaît des exemples. Oui, sincèrement, moi, je n'ai pas d'idée, mais comme tu viens, Ahlam, de le spécifier, il faut passer par des autorités. Moi, je pense que Voilà. faut se rapprocher de sa direction. D'abord, il faudra formuler sa question. Une fois que c'est fait, je pense qu'il y a des autorités locales avant Bien d'amener au sûr. ministère.
Peut-être qu'il faudrait une autorisation au niveau de la DSP. Sincèrement, Voilà. Moi, je pense que dans chaque hôpital, il y a un comité d'éthique. voilà. Donc, on peut répondre quand même à la C'est la problématique première de la instance recherche, hein, c'est et la de la première recherche. instance à contacter. Oui. Et la question elle est pertinente de Madame Gauguin. Moi, je dis toujours, surtout que les médecins généralistes, c'est la pierre angulaire de la prévention primaire dans plusieurs endroits où il n'y a pas de spécialistes. Il faut faire attention quand, comme le disait professeur Braikia, quand il y a une pharma qui se rapproche de vous. Donc, pour une étude ou un essai, il faut être sous la coupe des autorités. Il ne faut pas s'engager avec un laboratoire sans et donner des données. Donc là, on prend la coupe du professeur Azouz. Donc, il faut faire attention parce que les lois et surtout l'éthique et les données des patients doivent passer, sont protégées par la loi 18.7. Donc, que ce soit par la voie IA ou autre, il faut faire attention. Il faut être sous la coupe de la tutelle. Mais la voie de la recherche, elle est ouverte à tout un chacun. Hein. Oui, je pense que la première instance, c'est le comité d'éthique qui doit donc exister normalement dans chaque hôpital. Sinon, il y a un comité d'éthique au niveau du ministère. Du ministère. Il faut se rapprocher pour avoir des réponses à oui, en passant par la DSP. Je pense que la DSP, quand même, la direction de santé, peut répondre à cette question. Oui, oui, oui. Oui. Alors, oui, docteur Gauguin, y a-t-il une autre question? Est-ce qu'on... Il n'y a plus de questions. Ok, donc voilà. Je vous remercie, docteur Gauguin, encore une fois, vous et toute votre équipe, c'est nous qui vous remercions. Non, mais vous nous avez quand même coaché, encouragé. Et vous avez du chemin. Ouvert les portes. Surtout. Voilà, ouvert les portes. Donc, vraiment, vous êtes notre ange gardien de la formation. Je remercie aussi mes amis, le professeur Azouz et le professeur Braikia de me faire le plaisir toujours de répondre présent malgré leur, je vous assure, hein, leur timing et leur, j'allais dire, programme très chargé que je connais, mais ils ont toujours répondu présent quand il s'agit de formation. Je crois qu'on remercie aussi les gens présents et qui ont été nombreux. Merci beaucoup de vous intéresser. Merci à vous, docteur Kebab. Il y a aussi le chat, on nous dit quand est-ce la prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais répondre, mais dites-moi, il y a il y avait Azouz qui avait parlé de formation pour chaque partie pour chaque choix. Bien sûr. Oui. Donc, il va falloir réfléchir à ça pour... Ben oui. Parce qu'on avait discuté, professeur Azouz, professeur Braikia, moi-même, et on a aussi les deux jeunes qu'on n'oublie pas, le docteur Haftari et le docteur Mahkoun, qui font partie intégrante de la formation. Donc, justement, on va essayer de faire pour chaque partie. Par exemple, aujourd'hui, c'était juste démystifier les outils de la IA pour la recherche, mais vous savez, rien que pour l'ITMAPS, par exemple, la recherche bibliographique, comme vous l'avez vu avec professeur Braikia, elle va vous montrer l'utilisation des moteurs de recherche, n'est-ce pas, professeur Braikia? Oui. Et parallèlement, ce moteur de recherche, quel est l'outil IA qui va avec? Je vous donne un exemple. Pourquoi on a utilisé l'ITMAPS? Parce que le professeur Braikia vous a parlé de Zotero. Zotero, il revient au galop. C'est le plus utilisé actuellement. Il avait un peu reculé au départ par rapport à tous les autres moteurs de recherche, mais là, il revient en force parce qu'il travaille ou il est le duo de l'ITMAPS. Donc, vous n'avez plus cette difficulté à utiliser Zotero. Il suffit d'utiliser l'application et c'est elle qui communique avec le logiciel Zotero parce que
je vais le dire même si je ne l'ai pas dit dans la présentation, parce qu'il y aura d'autres formations pour démystifier. On est passé du logiciel, parce que le logiciel, il faut coder, il faut mettre un code. Par exemple, si on travaille sur SPSS, logiciel R, etc. La IA est venue pour dire low code, peu de code, et maintenant, on va vers no code, pas de code du tout. Vous rentrez, vous avez le chatbot, vous donnez, la IA parle le langage humain. Voilà. Les informaticiens, les chercheurs, ils ont essayé d'aider le langage entre la machine et l'être humain en utilisant le langage humain. Ça veut dire, vous tapez, s'il vous plaît, pouvez-vous me trouver l'article? Et lui, il répond. Avant, c'était pas comme ça. C'était, je tape un code que je dois connaître, que je dois apprendre. C'était barbant et difficile. Donc voilà, donc si on revient à ce que disait Madame Gougem, chaque partie justement, avec professeur Azouz, professeur Barakia, on fera de notre mieux pour faire une série pour que chaque partie soit le sujet d'une formation. Ça, c'était vraiment l'immersion dans le domaine des outils académiques de la IA, que ça soit dans la pratique quotidienne médicale pour tout praticiens, c'est-à-dire paramédicaux et médecins généralistes, médecins spécialistes et chercheurs. Et là, aujourd'hui, on a un peu survolé le domaine de la recherche pour démystifier pour chaque personne. Voilà. Alors, vous avez la tâche de Ah bah oui, Madame Gougem, préparer un un plan. plan sur l'année 2026 par rapport à ça. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Par Inch'Allah. ailleurs, moi, avant de clôturer, je leur prête merci, cher professeur, comme ça. Merci à Je vous. vais dire aux participants, aux médecins généralistes ainsi qu'aux pneumos, je précise, les médecins spécialistes pneumos, qu'il va y avoir une formation le 18 janvier à 9h30 sur les pneumopathies interstitielles diffuses. D'accord? Donc, Très vous ne bien. dites pas, je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Comme ça, merci Merci beaucoup. à Merci, vous. Madame Gougem. Merci, Madame Gougem. Allah يسلمك. Merci beaucoup. À vous de même. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.